2, 3, 4. Bonjour et bienvenue dans la saison 2 d'Autoportrait, le podcast réalisé et produit par Herborian. Aujourd'hui, nous allons donner la parole à des hommes et des femmes que l'on connaît de par leur notoriété sur les réseaux sociaux. On va voir à travers leurs combats, leurs passions, leurs parcours atypiques qu'ils sont bien plus que ce que l'on voit. Je suis Anaïs Kopman, je suis journaliste et j'aime parler de santé mentale et d'acceptation de soi. Aujourd'hui, je vais donner pour Herborian la voix à des emblèmes de notre génération et on va parler de la vie, la vraie, sans tabou. Bonne écoute. Attention, cet épisode aborde des sujets qui peuvent heurter. Pour en savoir plus, reportez-vous au texte de description de l'épisode. Alors, je vais commencer par vous présenter. Aujourd'hui, Clémence, ce qu'on voit de toi, c'est une femme souriante qui veut, je te cite, aller jusqu'au bout des choses, c'est-à-dire vivre pleinement tous les pans de ta vie, aussi bien en tant qu'aventurière que dans ta carrière et dans ta vie de famille, tout en inspirant les autres à en faire autant. Quant à toi, Candice, tu es une grande voyageuse, toujours prête à faire tes bagages pour aller explorer une nouvelle contrée, mais aussi une sportive redoutée par tes concurrents qui voient en toi une compétitrice de haut niveau qui ne fléchit devant aucune épreuve. Voilà l'image qu'on a de vous. Bon, c'est assez fidèle. C'est gentil, Bon, ça va. On s'est pas trop trompé. Mais je pense qu'il y a quand même encore plus. C'est vrai que le portrait est déjà plutôt positif, mais je pense qu'on peut aller encore plus loin. Pour commencer, dans l'imaginaire collectif, ce qui vous lie avant tout, c'est votre côté aventurier, qu'on a découvert pour le plus grand nombre sur l'île déserte de Koh Lanta, sur laquelle vous avez plusieurs fois fait vos preuves. Et du coup, on se demandait quelle sensation ça fait d'être mise à nu 100% au naturel, sans forcément se voir sur le moment, sur une émission à grande échelle comme ça. Vas-y, commence. Alors, c'est vrai, quand on est sur Koh Lanta, enfin, moi en tout cas, et je pense que c'est la même chose pour toi, Clem, mais on pense pas trop à l'image qu'on va renvoyer, etc. On est vraiment comme on est, hein, de toute façon, vu qu'on est dans des conditions pas top, le naturel survient très vite. Aussi que voilà, sur place, on est pris par le jeu et par l'histoire qui se fait sous nos yeux. Et l'apparence importe peu. Après, on se dit régulièrement, si vraiment j'ai un truc dans les dents ou quelque chose, on se le dit parce que bon, Oui, faut parce quand que même... vous n'oubliez quand même pas que vous êtes filmé. C'est ça. Et il y a une petite solidarité qui se fait à ce niveau-là parce qu'on n'a absolument aucun miroir et aucun moyen de se voir. D'accord. Ok. Ouais, j'imagine que ça ne doit pas être forcément évident. Du coup, est-ce que a posteriori, vous direz que ça enlève des complexes ou est-ce que ça peut en créer au contraire? Et si oui, comment est-ce que vous gérez un peu Moi, je trouve que comme on est pleinement nous-mêmes, on n'a pas de mascara, on n'a pas de maquillage, on est vraiment au naturel, ça ne peut que enlever des complexes, je pense. Parce qu'on se voit tel que l'on est vraiment et on voit que le regard extérieur est plutôt bienveillant. En tout cas, moi, de mon côté, voilà, j'ai jamais eu trop de remarques par rapport à ça. Et puis surtout, une aventure comme Koh Lanta, ça donne confiance en soi. Et aussi bien physiquement que dans son mental, ça nous rend plus mature, on apprend beaucoup de choses, donc on en ressort plus fort. Oui, Plus c'est comme forte. si la force physique conditionnait un peu la force mentale, quoi. Il y a un lien. Oui, forcément, parce que ce qu'on vit sur place, ce sont des émotions un peu exacerbées et ça nous fait avancer. Donc on n'est plus forcément les mêmes quand on commence que quand on finit l'aventure. D'accord. Alors, moi, je suis d'accord avec toi, mais il y a un autre, parce qu'en fait, pour moi, il y a deux aventures. Il y a celle qu'on vit sur l'île Mhm. et celle que l'on vit à la diffusion. Et pour le coup, alors, ton premier Koh Lanta, il y avait pas trop tous les réseaux, tout ça. Mais j'ai trouvé quand même que les gens peuvent être méchants sur les réseaux sociaux et il peut avoir des remarques sur le physique ou quoi que ce soit. Et parfois, ça peut mettre des complexes. Oui, Alors, c'est ça. j'ai pas forcément été impactée, je pense pas toi Ouais. non plus. Non. Mais des fois, il y a des candidats qui sont comparés à des petits monstres dans des émissions ou des trucs comme ça. Et je pense que parfois, ça peut mettre des complexes. Mm. Voilà. Oui. Mais quand on est sur l'aventure, forcément, on se découvre des forces. Donc, c'est justement, on se sent grandi, etc. Mais la deuxième aventure qui était... Enfin, vous m'avez compris, quoi. J'ai du mal à parler. Plus récente ou plus Voilà, exposée. voilà, quand t'as vu une vraie différence. l'aventure, quand on se regarde à la télé et qu'il y a les autres qui nous jugent, ça peut être plus compliqué. Faut savoir mettre un peu des barrières, quoi, j'imagine. Oui, c'est tout à fait ça. Ouais. Et vous avez l'air, du coup, vous êtes de grandes sportives. Est-ce que ça vous arrive quand même, ou ça vous est déjà arrivé de douter de vous, de votre capacité à gagner ou à atteindre des objectifs même au-delà de l'émission? Ou est-ce que vous avez toujours maintenu un mental d'acier
Un koh-lanta, c'est vraiment des montagnes russes. Donc il y a des journées qui vont très bien se passer et on se sent au sommet, et le lendemain, on va perdre toutes les épreuves et on va être aux portes de l'élimination. Mm. Donc c'est ça qu'il faut arriver à gérer. Et je pense qu'on ne peut pas vivre un koh-lanta sans avoir douté, en fait. Et moi, je fais à chaque fois un parallèle avec la vie. C'est-à-dire que dans la vie, il y a des moments où on est au top, d'autres où on est un peu moins. Et ce qui arrive le mieux, c'est ceux qui arrivent à gérer ces moments où on est moins bien, et ceux qui arrivent à se relever le plus vite possible. Donc, koh-lanta et la vraie vie, c'est le même combat. C'est un peu la même chose, d'accord. Tu ressens un peu la même chose aussi? Ouais, après moi, c'est vrai qu'en allant à koh-lanta, ou même quand je faisais mes compètes de wake ou quoi que ce soit, je me mettais jamais trop l'objectif de gagner, ce qui est bizarre parce que je suis une compétitrice, mais plutôt de donner le meilleur de moi-même tout le temps. Et déjà, ce qui permettait d'effacer ce côté un peu, stressant ou de pression ou quoi que ce soit. Je me disais toujours, je fais le maximum de ce que je peux, je m'amuse. Aussi, c'est hyper important de prendre du plaisir à ce qu'on fait, et ça enlevait ce côté un peu pression, Ouais. mais c'est sûr qu'à koh-lanta, à des moments, enfin, c'est sûr qu'on on avait un soir, on pensait être parti, puis il suffit d'une victoire ou d'une alliance où tout peut basculer. Oui, c'est ça, Mm. OK. Mais c'est vrai que faire fi un peu du côté, compétition et comparaison, j'imagine que ça peut aussi aider à se dépasser soi-même, et à enlever un peu, Exactement, ouais. baisser Mm. un peu l'enjeu. Qu'est-ce que vous cherchez finalement en vous dépassant à travers le sport? Là, tu parlais du wakeboard, qu'est-ce qui t'anime, au-delà du sport? J'imagine qu'il y a quand même le dépassement de soi, le fait d'atteindre des objectifs justement quand même? Bah, moi, en fait, je fonctionne un peu au rêve, si je peux dire. Mais moi, quand je faisais du wake, je rêvais de faire un podium, sur une compète internationale. OK. Et justement, alors je m'entraînais, bah, déjà parce que c'était mon sport et que j'adorais ça, mais j'adorais aussi la compétition, hein, faut le dire, donner de tout ce que je pouvais à un moment précis, et c'était un peu on va dire ouais, le résultat de plein de moments d'entraînement. En fait, je préfère, m'entraîner quand j'ai un but au bout, et les compétitions, c'était un peu le but, qu'il y avait au bout, et de voir, tout ce que je savais faire, quoi. OK. Et toi, est-ce que Alors moi, tu avant koh-lanta, j'ai fait du tennis à haut niveau. D'accord. Et en fait, c'est parce que je ne suis pas arrivée à mon objectif dans le tennis. Je voulais être championne de Ah. tennis. J'y suis pas arrivée, donc moi, OK. c'est un gros échec. Et c'est pour ça qu'à 20 ans, je me suis inscrite à koh-lanta en me disant, j'ai échoué au tennis. Bah, je vais voir ce dont je suis capable sur un autre terrain, au niveau de la survie, dans une île déserte. C'était OK. ça mon leitmotiv lors de ma première participation. Et tout ça pour dire que ce qui était important pour moi, c'est d'arriver à me challenger, à me donner, comme disait Candice, un nouvel objectif, donner les meilleurs de moi-même et voir jusqu'où ça pouvait me mener. Et si ça pouvait me mener à la victoire, bah, je l'accueillerais à bras ouverts. Voilà, J'imagine, forcément. c'est mieux comme ça. Mais qu'est-ce qu'on cherche quand on veut se dépasser? C'est déjà se connaître un petit peu mieux soi-même chaque jour, et arriver aussi à connaître mieux les autres, à arriver à décrypter, parce que koh-lanta, c'est un reflet de la société, en fait. Et on est avec des gens qu'on ne connaît pas du tout, qui sont très différents de nous, et essayer d'apprendre de ces personnes, et essayer d'en faire des alliés pour avancer ensemble. Mmh. Donc moi, c'était ça. Et purement physiquement, c'est d'arriver à voir jusqu'où je pouvais aller. Et on n'est pas sûr quand on part de ce qu'on va faire, mais c'est ça qui est excitant, je trouve. Oui, Pas c'est savoir. justement L'imprévu. de savoir un peu, où sont vos limites et jusqu'à où vous pouvez aller, et peut-être même vous surprendre, vous-même, quoi. Oui, effectivement. Moi, je sais que la première fois que j'y ai participé, je pensais pas pouvoir gagner. Mais finalement, ça a été le cas, et ça a été riche d'enseignements pour la suite, parce que après, j'ai essayé de transposer ça dans la vie de tous les jours. Oui. Et du coup, c'est une vraie richesse, parce que on se dit, bah, en fait, je suis capable de faire plein de choses. Oui, Voilà. c'est ça. Et de pas me mettre de limites. Mmh. Je vais voir jusqu'où je peux aller, voilà, en donnant mon maximum. Oui, sans vraiment savoir, où est-ce que ça peut, Ouais. vous mener, quoi. Exactement. Parce qu'on parle beaucoup aujourd'hui de mettre une intention, Mmh. de prévoir un peu, son plan, et finalement, c'est parfois on a le droit aussi de douter et de pas forcément savoir, jusqu'où est-ce qu'on peut aller, et de quand même réussir, apparemment. Oui, oui, enfin, moi, en tout cas, ça m'a encouragée après dans ma Mmh. vie professionnelle et familiale aussi, je peux dire, à suivre mon instinct, et en me disant, je fais mon maximum. Et puis, bah, si j'y arrive, tant mieux, et ce sera super. Si j'y arrive pas, bah, j'aurai pas de regrets, parce que j'aurais donné mon maximum, et c'est que c'était peut-être pas fait pour moi, ou je me suis trompée. Et il faut se donner aussi, à mon sens, le droit d'échouer. Mmh. Aujourd'hui, moi, je sais que j'ai gagné 2 fois koh-lanta, donc ça, c'est de vraies réussites pour moi. Mais il y a aussi plein de trucs que j'ai ratés. Et
Et peut-être que sans avoir raté ces choses-là, j'aurais pas gagné 2 fois koh C'est ça qui est un peu paradoxal. Ouais, mais en fait, c'est intéressant, ça aide aussi à se lancer, quoi, parce que si on a peur d'échouer, j'imagine qu'on se lance pas. Oui, effectivement. Mais ce qui est bien justement, je pense, avec koh et c'est le cas de tous les aventuriers, je pense, c'est que ça nous fait gagner en confiance en soi. Et quand on se persuade dans la tête on a envie de se lancer dans un truc et qu'on se persuade qu'on peut le faire, et ben finalement on y arrive. Alors que si on part défaitiste, on Mmh. ne risque pas d'y arriver, quoi. Donc c'est vrai qu'à koh ça nous a appris la persévérance et de croire en soi, je Mmh. pense. Ouais, c'est vrai. Et on a eu Et la chance de le vivre très jeunes toutes les 2, Oui, toi la première. j'avais 19, ouais. Ouais, mais Et voilà. toi, 20. Ouais. Donc c'est une vraie chance. oui, c'est vrai. C'est Mmh. vrai que c'était jeune quand même, je me rendais pas compte. Et finalement, pour clôturer un peu par rapport à cette aventure-là, qu'est-ce que ça a changé chez vous physiquement et moralement? Vous l'avez peut-être un peu dit, ça vous a fait grandir, prendre confiance en vous, etc. Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous avez Alors, retenues tu as des parlé émotions? de physique au départ. Alors, c'est vrai que souvent, quand on me parle de koh moi, on me dit: «Ah bah, c'est un super régime, il faut que j'y aille» et cetera. Alors que finalement, à tous ceux qui écoutent ce podcast, n'allez pas à koh pour faire de régime. Moi, à chaque fois, ça a été, l'horreur. Tout le poids que je perdais, je reprenais le double en rentrant. Je perdais mes cheveux et cetera. Enfin, voilà, ça, c'est pour l'aspect physique. Sinon, après, moralement, comme je le disais juste avant, on prend un bond de maturité qui est énorme, quand on fait une aventure comme ça, où on est laissé, libre à nous-mêmes sur une île, déserte, à mourir de faim. On gagne en maturité, c'est certain. Après, moi, dans ma vie de professionnelle, koh a clairement changé ma vie. Et puis voilà. Bon, je rejoins, tout ce que dit, Candice, mais moi, ça m'a appris aussi à relativiser pas mal les choses Mmh. parce que dans koh on n'a rien. C'est-à-dire qu'on n'a pas à manger, on ne dort pas bien, on peut pas se doucher et moi, ce qui m'a frappée, c'est que depuis mon premier koh il y a pas une journée et je vous assure que c'est vrai, ça fait 16 ans, hein, où je me dis pas: «Bah, j'ai de la chance de pouvoir manger à ma faim, dormir dans un lit et prendre une douche» Mmh. Tu et te je rends pense compte que du confort de la vie de tous les jours. exactement. Tu te rends compte du Mmh. confort que tu as, de la chance que tu as de vivre comme ça et ça fait relativiser tout ce qui va moins bien. C'est-à-dire qu'on a chacun nos pépins, dans une journée, on a chacun et chacune nos galères, voilà, on est tous pareils. Mais de se raccrocher au fait de se dire, «Bah, même si je passe une journée pourrie, bah, ce soir je vais pouvoir manger et dormir dans un lit et me doucher». Bon, en fait, ça fait un point positif dans la journée et ça permet de continuer à avancer. Puis même, OK. je m'en souviens, genre si tu as un poisson pour dîner, mais c'est trop bien, tu es le plus heureux du monde. Alors que des fois, on va rechigner sur un plat qu'on n'aime pas quand on a tout notre confort et ça permet de bien relativiser, c'est certain. Je voulais rebondir sur, ce que tu disais, que chez tout le monde, on a tous des pépins, tout Mmh. ça, ce qu'on on s'imagine souvent quand on regarde les réseaux sociaux que ceux qu'on regarde à travers les stories, les posts, tout ça, ont pas forcément, les mêmes problèmes et les mêmes challenges, dans leur journée ou dans leur vie de tous les jours. Est-ce que, finalement vous pouvez, peut-être démentir, ce point-là, ce piège dans lequel on est nombreux, et nombreuses à tomber? Forcément, on est tous pareils sur les réseaux, on va mettre plutôt le bon côté de nos vies, et pas le moins bon. Je pense que c'est naturel et c'est humain de vouloir montrer des choses positives. Maintenant, forcément, on a chacun des jours, plus ou moins, avec des bonnes nouvelles, on a chacun nos pépins et après moi j'ai plutôt tendance à voir le verre à moitié plein qu'à moitié vide. Donc même sur des situations qui sont pas top, j'essaie toujours de trouver le l'once de positivité qui va me permettre, d'avancer. Après, ça fait partie du caractère et c'est vrai que moi, je préfère mettre en avant des choses positives, le fait d'avoir le sourire, le fait d'aller de l'avant que de m'apitoyer sur mon sort, voilà, ça, c'est naturel. Mais voilà, faut pas tomber dans le piège. Et surtout, il faut pas redouter ces moments plus difficiles parce qu'ils font partie de la vie et il faut les accepter, les accueillir et essayer justement de trouver des solutions pour parer à ces moments-là et essayer de rebondir du mieux possible. Mmh. Ouais, c'est un apprentissage, où qu'on soit, quoi, que ce soit sur une île ou Mmh. dans la vie de tous Mais les jours. j'ai eu le ressenti que enfin moi, par exemple, il y a quelques jours, j'ai eu un coup de down et je l'ai partagé sur les réseaux et le nombre de personnes qui m'écrivaient et qui me partageaient, enfin, j'avais même fait un petit sondage et il y avait, je crois, 98 des personnes, où ça leur arrivait la même chose que moi et du coup, je pense que ça les rassure aussi des fois de montrer, que c'est pas parce qu'on est derrière les réseaux qu'on n'est pas comme tout le monde, et voilà. Oui, voilà, il y a une espèce de ça vous met un peu tous aussi Oui, exactement, ouais. panier, on va dire et ça permet aussi d'avoir une proximité un peu plus saine, quoi. C'est-à-dire que c'est pas d'un côté,
ceux qui ont les followers et de l'autre les followers, quoi, en tout cas. Et justement, c'est vrai que vous semblez vraiment être des femmes, enfin normales dans le sens où même sur vos réseaux, c'est vrai que vous semblez rester assez accessible avec les pieds sur terre. Finalement, pourquoi est-ce que vous avez décidé de créer vos réseaux ou justement, toi, Clémence, tu disais que ça fait pas si longtemps que ça que Mmh. tu les as lancés. Est-ce qu'il y avait l'envie de devenir ou de rester des personnes publiques ou peut-être de passer un message en particulier, de partager quelque chose pourquoi, vous êtes lancés, à ce moment-là? Bah, moi, ça datait d'avant koh au départ, c'est pour partager mes vidéos de wake, des trucs comme ça où ça me permettait d'avoir un lien avec les personnes avec qui je faisais des compétitions à l'international et cetera. Ça permettait toujours, qu'on se donne de ces nouvelles et puis après il y a eu koh il y a eu des grimpées de followers. Alors au départ, on maîtrise pas tout pas tout de suite, quoi. Et puis après, je sais pas, ça s'est fait naturellement à partager ce qu'on fait et puis, les voyages, on nous demande des conseils et puis du coup on répond. Enfin, je trouve en fait le concept sympa et c'est plus un échange, je trouve, plutôt que juste, se montrer, soi, enfin, en tout cas, c'est comme ça que je le vis. Mmh. Mmh. Moi, le mot que je retiens, c'est plus le côté échange et le contact. L'avantage des réseaux sociaux, c'est d'être accessible Oui. rapidement et voilà, et d'avoir un vrai contact et un vrai échange avec les gens qui nous suivent. Maintenant, je pense qu'on a été assez préservé de ça parce que voilà, on a des personnalités qui sont plutôt bien passées Mmh. dans koh etc. Donc, on a souvent eu à 99% des retours très positifs, que ce soit Candice ou moi. Après, il y a le côté plus négatif des réseaux sociaux qu'il faut pas occulter non plus, hein. Il y a le côté harcèlement, et cetera. On en a été préservées toutes les 2. D'accord, bah, c'est ce que je Hem, voulais vous demander. mais koh au même titre que d'autres émissions, mais de plus en plus sur koh il y a des personnes qui se font attaquer sur les réseaux sociaux, mais c'est démesuré et il y a des insultes, des menaces de mort, et cetera. Donc évidemment, on peut pas cautionner tout ça. Donc moi, je prends les réseaux sociaux, j'adore le côté positif des réseaux sociaux, l'échange et le contact et forcément, il y a le côté un petit peu plus noir. Heureusement, on en est préservé, mais il faut pas l'occulter complètement. Oui, Voilà. c'est ça. Ouais. Il faut en Mais avoir déjà, conscience. même nous, à notre échelle, enfin, je sais pas si c'est ton cas, mais sur 100 commentaires, si on en a un négatif, on va avoir tendance à retenir le négatif. Mmh. Enfin, en Ouais, tout c'est cas, moi, sûr. c'est ce que ça me faisait à un moment Mmh. donné. Le Twitter, je l'ai banni parce que je me disais, je regardais le soir, ça me rendait malade. Mmh. Donc finalement, ouais, je me mets à la place, puis on a des aventuriers enfin, Mmh. qu'on connaît très bien, à qui ça leur est arrivé, et c'est pas évident, ouais. Donc, Ouais, il faut quand même, bien en avoir conscience et se préserver, un minimum. Est-ce que vous avez un peu justement des conseils, à donner, aux personnes qui s'exposent et qui prennent du coup ce risque-là? bah déjà, moi, même la famille, ne pas regarder les Twitter. Mmh. Enfin, moi, je Ouais, pense c'est à ça. Oui, Twitter, parce qu'il mais y a aussi les parce proches, que, des enfin, moi, je personnes sais que ouais, exposées, c'est plus, je pense les proches aussi qui peuvent être impactés. Enfin, moi, de ma première saison, c'était ce qui s'était passé. Un aventurier, il s'en foutait, mais sa femme et ses enfants s'en foutaient pas. Et du coup, ça le mettait dans une position vraiment pas agréable du tout. Donc, pour moi, c'est de pas regarder Twitter. Franchement, si c'est C'est ça, en fait. ouais, c'est ça. Parce qu'il peut y avoir beaucoup de positifs, mais beaucoup, beaucoup de négatifs aussi. Mmh. Et c'est pour ça ne pas trop regarder. Oui, à la limite, savoir aussi, appuyer sur pause, en termes de réseaux sociaux, quoi. Ouais, puis même, je pense que les gens qui regardent, il faut peut-être qu'ils changent un peu de point de vue aussi. Des fois, quand il y en a un qui va jouer, parce que koh c'est aussi un jeu de stratégie, bah, ceux qui font de la stratégie vont être pour rire des réseaux, alors que finalement, bah, c'est le but de koh donc Mmh. il faut aussi analyser plus le jeu plutôt Mmh. que juste de voir des personnalités à la télé, quoi. Mmh. Ouais. Et moi, de mon côté, je dirais que, bon, j'ai des enfants, et cetera. Donc aujourd'hui, bon, ils sont encore petits, donc ma manière de les protéger, c'est de pas les exposer, à outrance et pas montrer leur visage, et cetera. C'est ma manière de faire et c'est la manière avec laquelle je suis la plus à l'aise. Mmh. Et après, le jour où ils auront droit à avoir un Facebook, Instagram, tout ça, bon, ouais, essayer de les préserver, de leur, donner le côté positif et de leur dire de faire attention à tout ce qui peut en découler. Mais moi, j'ai envie de communiquer sur les choses qui me tiennent à cœur, qui me correspondent, que ce soit le sport, le bien-être, la vie de famille, mais sans aller dans l'intimité C'est vraiment, ça. voilà. Mmh. Mais de mettre malgré tout une limite. Alors, je comprends les gens qui voudraient peut-être en savoir plus ou voilà, mais c'est important pour moi, en tout cas, de garder le côté vraie vie et de me couper
parfois sur une journée ou quelques heures des réseaux. Parce que c'est mon équilibre et que je ne me verrais pas être sans cesse dessus à poster toute la journée. Oui, Voilà. c'est ça. Mais Ça te c'est ma couperait manière, c'est aussi. très personnel. Il y a d'autres personnes qui le font autrement. Mais moi, c'est l'équilibre que j'ai trouvé, à la fois pour garder le contact et l'échange avec les gens qui me suivent et qui m'apprécient, et aussi préserver mon intimité. Oui, c'est ça. Et justement, à ce propos, toi, tu avais fait ton coming out l'été Mmh. dernier de manière publique et Mmh. complètement assumée en disant Mmh. que tu comptais absolument pas te cacher. Et Ouais. pourquoi est-ce que tu as décidé de le faire publiquement à ce moment-là? Alors, j'ai décidé de le faire publiquement parce qu'il y avait la nouvelle saison de koh qui allait arriver, donc c'était une nouvelle, mise en lumière, une nouvelle médiatisation, et je me suis dit, dans la mesure où je ne me cache pas dans la vie de tous les jours, l'information va sortir à un moment donné, et je préférais maîtriser moi l'information, le faire avec mes mots, parce que je considérais que c'était quelque chose qui m'appartenait et que je voulais bien faire, et je Mmh. l'ai fait aussi à ce moment-là parce que je sentais que, à la fois pour ma famille, mes enfants, c'était le bon moment parce que voilà, il y avait des choses qui avaient été un petit peu digérées. Ça a été toute une période de changement et de questionnement aussi pour un petit peu tout le monde. Et j'ai trouvé que c'était le bon moment pour en parler de façon sereine et à ma manière. Et c'est pour ça que j'ai tenu à le faire moi, plutôt que ça sorte de manière différente ou Mmh. dans la presse ou sur Oui, les réseaux. de manière à contrôler aussi le C'est message ça. que tu passais. Mais de manière générale, qu'est-ce que tu décides de partager ou au contraire de garder pour toi? C'est un Donc peu là, au feeling? c'était important pour moi de partager ça pour justement maîtriser le côté Mmh. communication et le message qui était donné, et aussi pour le témoignage. C'est-à-dire que moi, quand il m'est arrivé ça, quand je me suis rendu compte que j'étais attirée par les femmes et que j'allais vraisemblablement changer de vie et que voilà, ça allait impacter beaucoup de choses dans ma vie, je me suis retrouvée très seule à un moment donné parce que j'avais pas d'image de référence de personnes à qui c'était arrivé. C'est-à-dire que je n'ai pas forcément cherché, mais de personnalités publiques à qui c'était arrivé, je ne mettais pas de visage sur une expérience pareille. Et j'ai gardé ça pour moi très très longtemps. Je n'en ai parlé absolument à personne. Et j'ai eu tout un tas de questionnements en moi. Ça a été une vraie période de doute aussi. Et je me suis dit, s'il y avait eu quelqu'un, une personne à laquelle me raccrocher, qui aurait vécu ce genre de choses, ça aurait pu m'aider. Donc, le sens de mon témoignage allait dans ce sens aussi. C'est-à-dire que je voulais montrer que c'était possible, qu'il fallait pas avoir honte, qu'il pouvait y avoir une issue très positive à tout ça, et que le but final, c'est d'être heureux ou heureuse. Et après ce témoignage-là, j'ai déjà reçu plein, des centaines de messages très bienveillants, remplis d'amour, et aussi beaucoup de témoignages de personnes qui m'ont dit: «Ah bah, ça m'est arrivé, ça fait 10 ans que je suis avec mon compagnon ou ma compagne», et des messages très positifs. Donc, Mmh. je regrette pas une seconde d'en avoir parlé, et moi, ça m'a tout cet élan de bienveillance, ça m'a rassurée à la fois pour moi, pour Marie, ma compagne, pour mes enfants. Voilà, je Ouais, c'est ça. Puis de ça a été savoir un aussi peu, que ça pouvait aider des personnes qui s'identifiaient aussi à ta ouais. situation, j'imagine que Bah, c'est c'est riche ce aussi. sens-là, en tout cas, que j'ai voulu donner à mon témoignage. De me sentir utile, en aidant les gens à qui ça pouvait arriver. Parce qu'en effet, ça n'arrive pas qu'à moi, et j'aurais jamais pensé recevoir autant de témoignages, de personnes à qui c'est arrivé ou qui sont en train de vivre la même chose. Mmh. Voilà. Et qui, du coup, me remercient parce que ça les rassure de voir quelqu'un, alors je pense avoir quand même la tête sur les épaules un minimum, et et de voir quelqu'un, qui a vécu ça, qui est passé par une période de doute, mais pour finalement une issue, heureuse, et aujourd'hui tout va bien. Ouais, c'est ça. Donc Voilà. c'est plutôt encourageant. Et est-ce que, Candice, toi, tu fais un peu la part des choses entre ce que tu souhaites partager et garder pour toi? Ou est-ce que c'est un peu au feeling, selon ce que sur le moment, «Tiens, ça, j'ai envie de le partager, ça plutôt non», Bah, par exemple, avec mon conjoint, Jérémy, que j'ai rencontré, sur l'aventure, on a mis du temps à officialiser notre relation parce que justement, on voulait être dans notre cocon. On était, vu qu'on a fait les 2 premiers koh ensemble, bah, les gens se posaient beaucoup de questions, mais nous, on voulait que voilà, notre enfin, ce qui passait à la télé, c'était notre aventure, et on voulait que ce soit l'aventure et qu'on soit pas, le couple, machin, qu'on soit enfin, chacun distinct, l'un de l'autre. Et bah, par contre, c'est vrai que les gens bon, c'est vrai qu'on voyage beaucoup, donc on était tout le temps ensemble, donc les gens s'en doutaient. Mais voilà, on voulait garder notre vie, privée, privée justement, Mmh. et c'est pour ça qu'on s'en est préservé. Bon, après, au bout de 6 ans, Oui, il y a un ça commence moment à où faire ça finit par mais être, ouais, au bout d'un compliqué. moment, voilà, on s'est, Mmh. on a bah, on s'est dévoilés quoi, Mmh. mais c'est vrai que notre vie privée reste quand même, privée malgré tout.
Même Oui, si vous on partagez voyage, plutôt le voyage, voilà, on le voyage, sport. etc. Mais on reste quand même un peu privé quand même. On dévoile pas tout. Ouais, c'est ça. C'est OK. ça. Et du coup, bah, justement, pour revenir sur le voyage, le sport, tout ça, vous avez toutes les 2 plusieurs cordes, à votre arc. On ne peut pas dire que vous soyez limitées à l'aventure. Qu'est-ce que vous pensez qu'on voit de vous? Qu'est-ce que vous aimeriez que l'on connaisse de vous, justement, au-delà de l'émission? Parce que j'imagine que tout le monde ne connaît pas, votre vie, au-delà de l'aventure? Et ben, bah, moi, c'est vrai qu'il y a un côté entrepreneur, pardon, où après koh bah, j'étais en école de psychomotricité, donc pour devenir psychomotricienne. Puis finalement, j'ai arrêté pour monter mon propre centre de cryothérapie. À côté, je donne des cours de yoga. Là, je suis en train de faire des formations pour devenir experte en santé holistique. Enfin, en fait, j'aime bien apprendre plein de choses, etc. Et c'est vrai que ça, je sais pas si ça se ressent sur les réseaux, j'en sais même rien. Mais c'est vrai qu'à côté l'aventurière, il y a aussi le côté entrepreneuse, voyageuse, sportive. Et Et bien-être aussi, non? Il y a une part importante, oui, bah, du coup, de vu ce que je suis prof de yoga, etc., il y a forcément du bien-être. En fait, ça fait partie de ma vie où voilà, j'aime bien le côté spirituel, etc. Et je sais même pas, en fait, finalement, si ça se ressent tant que ça sur les réseaux. Ah si, ça se voit Je quand sais, même. je sais, je m'en Ce rends qui pas compte. ressort de toi, enfin je trouve, hein, c'est une personne très zen et... Je sais pas si je Ouais. sais. Tu peux le dire, vu qu'on a partagé l'aventure. Est-ce que je suis jeune, Clem? Zen. Bah oui, non, mais je pense que tu as un certain recul sur les choses par rapport à ton âge. En fait, tu es encore très jeune. Et voilà, tu es quelqu'un de posé, qui se pose les bonnes questions. Et je pense que ça passe aussi par un bien-être complet. Quand on se pose les bonnes questions, c'est qu'on est bien avec soi-même et bien dans son corps, etc. Donc, moi, je trouve que tout est cohérent. Et est-ce que ta démarche justement, vis-à-vis du yoga, de la cryothérapie, donc ça, c'est un traitement par le froid, c'est ça? Ouais, en fait, tu rentres dans une cabine qui descend entre -110 et -180 degrés. Ah oui, Voilà. quand même, d'accord, OK. Est-ce que, tout ça, ça passe aussi du coup par le bien-être mental pour toi? Enfin, tu vois un lien, avec, peut-être plus le yoga Alors, ou la formation que déjà, je tu as envie pense, de faire? de base, j'ai été bien entourée quand je suis passée à koh donc j'ai toujours eu bien la tête sur les épaules. Je me suis pas enflammée. Je me suis pas dit que c'est parce que je passais à la télé que j'allais être une star. Pas du tout. Je pense que voilà, je suis bien restée les pieds sur terre et c'est peut-être ça qui a joué finalement pour pas que je vrille, quoi. Ouais. Oui, donc pour toi, il y a quand même, l'importance, encore une fois, du mental, déjà la force du mental, mais aussi de la manière dont on voit les choses, quel que soit d'ailleurs, le projet dans lequel on se lance. Il y a le bien-être, physique, mais aussi, mental et Tout à fait, psychologique, ouais. quoi, qui joue. Clémence, toi, tu as beaucoup d'activités aussi, Mmh. à côté, du sport. Oui. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Alors, j'ai fait beaucoup de choses. Actuellement, mon activité professionnelle, parce que faire koh je considère que c'est pas un métier, hein, mais je suis gérante d'un café-concert et il y a 6 mois, on a ouvert avec ma compagne une boîte de nuit. Alors ça surprend beaucoup les gens de me voir dans ce milieu-là, le milieu un petit peu de la nuit, de la fête. Mais au fond, moi, je trouve que c'est quand même cohérent parce que je suis une personne qui adore, partager, échanger Qui et est fêtarde aussi. fêtarde un petit peu. Oui, voilà, c'est assumé. Non, mais voilà, j'aime bien le contact avec les gens, la convivialité. Et ces 2 lieux sont des lieux de convivialité et d'échange. Alors, c'est sûr que c'est sur des horaires décalés et ça n'en est pas moins des entreprises qu'il faut faire tourner. Donc, c'est dans l'entrepreneuriat aussi, même si c'est dans un milieu festif. Et je pense que pour gérer des entreprises comme ça, il faut avoir la tête sur les épaules, il faut avoir un sens de l'entreprise. Et je pense que je montre au quotidien que tout ça, j'arrive à le gérer comme il faut. On va dire une main de fer dans un gant de velours, c'est ça? Non, mais C'est voilà, ça. c'est arriver à manager aussi et je trouve ça passionnant parce Mmh. que c'est des équipes qu'il faut arriver à faire travailler ensemble. Il y a de l'humain, à la fois avec les clients, avec l'équipe avec laquelle je travaille. Et je m'épanouis pleinement là-dedans. Alors, j'ai la chance d'aménager mon emploi du temps. C'est-à-dire que quand je suis avec mes enfants, j'ai le luxe de ne pas travailler à ce moment-là et de me consacrer à eux. La semaine où les enfants sont avec leur papa, travaille à fond. Et voilà, je trouve mon équilibre là-dedans. Certaines personnes sont surprises de me voir physiquement dans mes établissements, mais je leur dis bah, pourquoi pas. Est-ce qu'on passe pas un bon moment et je suis là en tout cas pour vous faire passer un bon moment. Donc je donne du sens à mon travail par ce biais-là. J'ai aussi fait du coaching parental. À un moment donné, j'ai été confrontée à
à des difficultés dans mon rôle de maman. Donc je me suis dit, bah, pourquoi pas me former et essayer de faire en sorte d'être la maman que j'ai envie d'être, en fait. Donc j'ai fait une formation dans ce sens et ça m'a beaucoup aidé à titre personnel à trouver des clés sur des situations qui étaient conflictuelles avec mes enfants, où j'avais des réactions qui ne me correspondaient pas, qui étaient parfois peut-être un petit peu excessives. Et du coup, je me suis sentie mieux dans mon rôle de maman après cette formation-là. Et ça m'a permis aussi, évidemment, d'accompagner des familles vers des améliorations à la maison, vers plus de sérénité, plus de communication parents-enfants. Et j'ai eu beaucoup de plaisir à faire ça aussi. Alors aujourd'hui, je me consacre plus à mes établissements, mais voilà, c'est quelque chose que j'aime faire aussi quand on me le demande. Putain, un livre aussi. Et j'ai écrit un livre aussi. sur l'équilibre, justement, que tu avais essayé, puis finalement fini par trouver. Oui, ouais. Et ce livre, ça a été, j'ai eu à cœur de l'écrire moi-même parce que forcément, voilà, on m'a dit: «Comment est-ce que tu veux faire? Est-ce que, tu peux avoir des entretiens avec quelqu'un qui écrira ensuite le livre?» Et j'ai dit: «Bah, un livre, je vais pas en écrire 10 dans ma vie. C'est un livre qui parle de mon parcours, de ma façon de voir les choses et c'est mieux si c'est moi qui l'écris». Alors je l'ai écrit, je me suis fait aider un petit peu dans la structuration un petit peu des chapitres et tout ça, mais ça a été aussi une belle expérience et ça s'appelle Aller jusqu'au bout et je prouve, je pense, au quotidien que je vais plutôt au bout des choses et au bout de mes idées. En tout cas, c'est intéressant de voir que vous faites plein de choses qu'on n'aurait pas forcément imaginé la première fois qu'on vous a rencontré à travers l'écran, mais quand même. Et que ça passe aussi pas mal par l'accompagnement, le soin, le bien-être, et pas que par l'activité physique. Mais je voudrais quand même revenir sur le sport et savoir un peu quelle est selon vous la place des femmes dans le sport en 2022 et si vous avez vécu des inégalités dans votre parcours donc plutôt sportif, que ce soit le wakeboard Mmh. ou même le tennis. Enfin Mmh. voilà, est-ce que vous avez des choses un peu à nous partager à ce niveau-là? Oui, enfin, je pense que les inégalités perdurent, même s'il y a du mieux, année après année. Je lisais un article, disant que les femmes ont eu accès au sport au 19e siècle. C'est quand même fou Oui, c'est qu'avant, un petit peu tard. voilà, c'est tard et voilà et je me dis que depuis le 19e siècle, il y a une évolution, extraordinaire qui s'est faite, mais il y a encore du boulot. Moi, je sais quand je faisais des tournois de tennis, pour un même tournoi, le gain parce que voilà, c'était un niveau, semi-professionnel donc il y avait un gain à la fin d'argent, était, divisé par 2 pour les femmes. C'est-à-dire qu'un homme, en gagnant un tournoi qui allait gagner, 1 000 €, bah, la femme gagnait 500 € pour le même tournoi et Oui, c'est fou quand même. et aujourd'hui sur les grands chelems, ces inégalités sont révolues. C'est-à-dire qu'un homme va gagner autant qu'une femme, mais sur des tournois plus petits, ça persiste donc il y a encore du boulot, mais on va dire que c'est sur la bonne voie et qu'il y a quand même de l'espoir par rapport à ça. Mmh. Oui, tu as quand même l'impression qu'il y a une évolution positive. Oui, il y a quand même une évolution, positive, ne serait-ce que sur, dans le tennis, les grands chelems, je crois que c'est depuis 2007 ou 2008 que les femmes gagnent autant que les hommes et certains joueurs à l'époque d'ailleurs avaient un petit peu, râlé de ça, mais je trouvais ça fou parce que, pour atteindre la victoire dans un grand chelem, ça demande les mêmes sacrifices, les mêmes Bien efforts sûr. à un homme qu'à une femme, donc je vois pas pourquoi il y aurait pas la même Oui, c'est vrai, rétribution. ça a pas vraiment de sens. Est-ce que dans le wakeboard, Ouais. il y a Alors, des choses à souligner? Alors moi, quand c'était, en fait, j'étais aussi sportive de haut niveau en judo et à chaque fois quand c'était avec les fédérations, j'ai jamais eu, aucun souci, enfin je me suis toujours sentie intégrée parce que j'ai quand même fait donc le judo et le wakeboard qui sont quand même 2 sports, entre guillemets «masculins» et je me suis toujours sentie à ma place. Alors au judo, aussi on avait une coach, enfin c'était, une référente, on avait à chaque fois des entraîneurs, masculins, mais notre référente c'était une femme et qui mettait la pâtée, à n'importe quel judoka. OK, Donc je pense que ça a joué bon aussi modèle. exactement. Après au wake, bah, forcément il y avait plus de riders que de rideuses, mais enfin je pense que les mentalités, ça joue beaucoup, entre les mentalités et je me suis toujours sentie à l'aise et cetera. Par contre, à côté de la fédération, il y avait aussi bah, une fédération, on va dire bis, qui organisait des compètes où au lieu de gagner des titres, donc de champion de France, champion d'Europe ou quoi que ce soit, on gagnait de l'argent, donc du cash prize. Et moi, il m'est arrivé la la même chose que Ouais, toi où, c'est fou. 1re compète, trop contente, je gagne, alors je gagnais 400 €, c'était trop enfin moi, j'étais très contente de gagner 400 €, sauf qu'en fait, le mec qui était mon meilleur ami, il gagnait, 1 200. Le pire, c'était, le Oui, le c'est fou. pire vraiment,
des compètes. Et c'était il n'y a pas si longtemps. Enfin, je veux Non, dire, après, alors je vois un peu d'évolution quand même, mais quand je repense, c'était le Festival international des sports extrêmes. Donc, c'est une grosse compète qui fait vraiment flipper parce que le but, c'est de faire des obstacles les plus effrayants, mais pour que ce soit spectaculaire. Parce qu'il y a plein Donc de plutôt gens. en wake, là, En wake, oui, c'est en judo. en wake, oui, pardon. J'essaie d'imaginer. Et donc, en fait, franchement, pour aller pour rider cette compète, fallait franchement avoir du cran. Et les filles, on avait. En fait, à chaque fois, il y a des qualifs, etc., des finales. Et les filles, ils avaient balancé directement la finale. Ils avaient même pas mis d'entraînement, on en avait à peine. Et ils avaient pas mis la finale le jour où il y avait tous les spectateurs. Ils avaient mis avant parce qu'ils considéraient que les filles, c'était moins spectaculaire que les hommes. Et puis, pareil, j'avais gagné, j'avais même pas eu le droit à un podium. Alors que le mec, il gagnait 3000 euros. Et il avait un podium, c'était à Montpellier sur un truc énorme, enfin qui était génial. Et les filles, on était vraiment. On Et s'en c'était il y a fout, quoi. combien de temps, ça? Alors, ça, je devais avoir 14-15 ans, je pense. Donc, c'était il y a 10 ans. Après, j'ai vu quand même une évolution parce qu'après, au lieu d'avoir quand même. 1000 euros de différence sur la même compète, il y avait 800 et le garçon 1200. Et je pense que maintenant, c'est à peu près similaire. Donc, j'ai quand même vu une amélioration Oui, dans ma mais c'est vrai carrière que tu sportive. te demandes encore Mais quand comment même, c'est ouais. possible, quoi. C'est vrai que c'est bizarre, quand même. Ouais, c'est fou, ouais. Et en termes de... On parle beaucoup d'inégalité homme-femme, mais j'imagine aussi il y a aussi parfois des conflits aussi entre les femmes, quoi, dans le sport, surtout quand c'est dans un milieu compétitif. Est-ce que pour vous, la sororité dont on parle beaucoup aujourd'hui existe vraiment dans le sport? Est-ce que vous la ressentez assez, à votre avis? Ou est-ce qu'au contraire, vous essayez de l'instaurer, de la maintenir? Ah, je regarde Clem en rigolant. Parce que notre dernier Koh-Lanta a Je bois commencé un verre d'eau. fille, en gros, une équipe fille, une équipe garçon. Et avec Clem, toutes les deux, alors je sais pas si c'est le fait qu'on soit sportive ou quoi, mais on a essayé de maintenir justement ce soutien. Alors je pense qu'on aurait été, peu importe dans Koh-Lanta, quand tu commences avec une équipe, dans l'idée tu te dis, tu restes, comment on dit, Soudés, enfin, voilà, ouais. soudés pour avancer le plus loin possible. Puis finalement, on a été les seuls à avoir cet Ouais. état d'esprit-là et on s'est fait toutes les deux avoir, Mm. finalement. C'est vrai, on peut dire ça. Donc ça, c'était le cas de Koh-Lanta, quoi. Mm. Et dans le sport, je pense que c'est important de se soutenir justement tant que ces inégalités persistent. Mhm. Quand on sera vraiment sur le même pied d'égalité, voilà, on aura tout intérêt à être solidaire entre hommes, entre femmes, enfin, ou Oui, même voilà, avec femmes. quel que soit C'est le pas, genre, en voilà. fait. Mais tant qu'il y a ces inégalités-là, je trouve que c'est bien d'arriver à être solidaire et d'essayer de faire changer les mentalités ensemble. Voilà. Mm. Et après, par contre, je n'ai absolument rien contre les hommes, bien au contraire, surtout qu'il y a aussi beaucoup d'hommes qui pensent la même chose et qui Oui, bien trouvent sûr. ces inégalités vraiment pas normales et qui vont dans ce sens aussi d'essayer de les affaiblir au maximum. Mm. Et Voilà. comment est-ce que tu penses qu'on peut les affaiblir, justement, ces inégalités? Bah, Comment est-ce que vous pouvez peut-être, en tant que sportive, Mhm. peut-être, est-ce que vous considérez que vous incarnez justement les notions de Mhm. féminisme? Je pense que si on revient 2 secondes à Koh-Lanta, je pense qu'on a montré et on a fait nos preuves en tant qu'aventurière au même titre que certains aventuriers. Je vois Candice sur le dernier Koh-Lanta, elle a pris le harpon, elle est partie pêcher, elle a pêché plus de poissons que certains hommes. C'est par des actes comme ça qu'on peut arriver à faire évoluer les mentalités. Et après, ne pas être... voilà, c'est-à-dire que chacun se sent à l'aise dans tel ou tel domaine. Oui, Après, c'est il faut ça, pas se en fait, forcer non plus. Enfin, à la oui. fois, il faut pas se mettre de limites, je pense, et à la fois, il faut pas se forcer à faire des choses qui sont plus destinées à des hommes. Faire les choses dont on a envie et pas se limiter, en fait. Ne pas se mettre de limites sur ce qu'on peut faire ou ne pas faire. Si on a envie de faire quelque chose, du judo ou du wakeboard, alors que c'est plutôt considéré comme des sports de garçons, faut pas s'en empêcher, parce que ce serait dommage de se passer de cette expérience-là. Pour moi, le féminisme, c'est mettre la femme au même niveau que l'homme et qu'elle n'ait pas de limite parce qu'elle est une femme. Voilà. Mm. Et Se inversement donner aussi. les mêmes chances. En fait, moi, je parlerais plus d'égalitarisme. Je sais même Mhm. pas si ça existe, mais parce que je trouve que des fois, on en oublie un peu nos hommes. Et du coup, je trouve que quand on dit égalité, c'est entre les deux. Et notamment dans le sport, je trouve qu'il y a de plus en plus d'organismes qui font des raids, des rallyes, des courses d'orientation. D'ailleurs, on avait fait toutes les deux un raid polaire en Islande, etc. Enfin, c'est des trucs qui sont géniaux.
Mais par contre, c'est réservé seulement aux femmes. Et du coup, je trouve que Oui, du coup, ça crée une autre je trouve que ça inverse inégalité, la quoi. tendance et je C'est un pense peu que s'il y avait dommage. des compétitions qu'entre hommes, bah, ça ferait jaser, quoi. Mm, On entendrait mm. parler. Et du coup, moi, j'aurais plutôt tendance à dire, ouais, bah, je prône l'égalitarisme. Je vais le dire vite, Plutôt que le égalité. féminisme. Voilà, parce que Ouais. comme ça, tout le monde au même niveau. Enfin, je vois justement les raids qu'on avait pu faire qui sont vraiment incroyables. Bah, j'aurais aussi aimé pouvoir les faire avec mon homme et c'est pas possible parce que les garçons n'ont pas le droit de s'inscrire. Donc c'est Oui, pour c'est ça que tu ça. Donc, vois, du coup, c'est c'est. un peu ce côté-là qui me dérange et je me dis oui, que les femmes soient au même niveau que les hommes, mais que voilà, on soit tous au même niveau et que les garçons ne soient pas exclus non plus. Mmh. Ouais, c'est bien Voilà. comme, c'est pas mal comme approche Voilà. et puis, j'ai l'impression ce qui est intéressant aussi dans ce que vous dites, c'est que ça peut être, à la fois ça peut passer par les mots, les messages, notamment sur les réseaux sociaux, mais aussi par l'action et Mmh. oser, s'assumer soi-même et s'autoriser soi-même à faire des choses, qui seraient effectivement dans l'imaginaire collectif plutôt destinées aux hommes et vice versa aussi, Mmh. accepter que les activités puissent, être juste mixtes en fait. Oui, c'est ça. Sans qu'il y ait forcément, de questions, quoi. Hem, notre claim chez Herborian, c'est votre peau, soyez-en fiers. Est-ce que ça vous parle? J On n'a pas forcément parlé de soins, de la peau, mais on peut aussi dire être bien dans sa peau. Enfin, j'ai l'impression que ça peut aussi, résonner un peu avec ce que vous avez dit, au cours de cet échange. Hem, pour moi, c'est important d'oser être soi-même, en fait et moi, mon histoire personnelle montre qu'aujourd'hui, j'ai ce sentiment de bonheur et que je suis heureuse en étant moi-même et alors que j'ai eu beaucoup, beaucoup de doutes par rapport à ça, par rapport à mon homosexualité, par rapport à tout ça, de me dire: «Que vont penser les gens? Est-ce qu'ils vont me rejeter?» et cetera et tous ces doutes, se sont envolés finalement, une fois que j'ai réussi à en parler et que j'ai osé en parler. Donc pour la peau et pour le fait d'être bien dans sa peau, je pense que c'est pareil, c'est, arriver à rester, soi-même et s'affirmer tel que l'on est sans avoir honte. Personne n'est parfait, mais voilà, à partir du moment où on se sent bien avec soi-même, je pense que ça se voit, physiquement et voilà, c'est que du positif au final. Voilà. C'est oser être soi-même, mais je pense que ça vient aussi avec peut-être la maturité. Il faut un petit peu de temps pour, ça dépend des personnes, hein, mais Oui, c'est parf pas que quelque chose qu'on se dit, j'imagine, c'est aussi quelque chose qu'on expérimente, comme tu disais mmh? tout à l'heure, que ça soit les échecs ou les réussites, Bien sûr et c'est avec l'expérience aussi que qu'on prend confiance en soi et qu'on se dit: «Ben, voilà, je vois pas pourquoi, je ferais des choses pour plaire aux autres si c'est pas pour me plaire à moi-même» mmh. et j'ai une petite phrase comme ça, c'est, «Personne, mieux que moi sait ce qui est bon pour moi». C'est-à-dire Mmh. qu'il y a que moi qui sais ce qui est bon pour moi et il en va de même pour mon apparence et pour tout ça. Mmh. Voilà. Apprendre à s'écouter. Ouais. C'est-à-dire, tu veux Non, développer bah, un si peu? on a je sais pas, un petit pressentiment, apprendre à le suivre, même si des fois l'entourage, peut penser que non, bah, apprendre à s'écouter soi, quoi. Enfin, je sais pas, j'ai du mal à mettre des mots dessus, mais si on a envie, de suivre une voie, qu'on tente, bah, si on tombe, bah, tant pis, mais on se relève et on retente autre chose et quand on arrive à bien se cerner, j'ai envie de dire, à apprendre à se connaître, c'est là où on peut être, Mmh. hyper heureux. Toi, il y a une fois, par exemple, où tu as pris un chemin, différent que celui qu'on te conseillait de Non, prendre? pas spécialement, j'ai eu des parents très tolérants qui m'ont toujours, qui m'ont toujours laissé aller, où est-ce que je voulais aller, quoi. Mais plus, par exemple, mes profs, où justement, bah, j'étais, sportive de haut niveau, mais j'étais en psychomotricité, puis je partais faire koh et ils me disaient: «Bah, non, tu peux pas tout faire, tu choisis, c'est soit le sport de haut niveau, soit koh soit les cours», enfin, des trucs Mmh. comme ça et en gros, ils me proposaient de faire une année en 3 ans au lieu de faire, bah, 1 année en 1 année, quoi. Donc ça me faisait 9 ans d'études et cetera et je me suis dit: «Non, bah, laisse tomber» et du coup, bah, à un moment donné, j'étais dans le flou, je savais pas ce que je voulais faire ni rien. Puis, à un moment donné, j'ai eu envie d'ouvrir mon centre de cryo. J'avais, 20 ans et malgré les préjugés qu'on pouvait avoir sur le fait qu'on soit jeune, qu'on a envie de se lancer, que j'avais aucune expérience là-dedans, bah, je me suis lancée, je me suis écoutée, j'ai fait les choses bien comme il fallait. Ça a pris du temps mais ça a réussi, quoi. Et à côté aussi, j'ai fait des trucs qui ont totalement échoué aussi, mais du coup, ça m'a permis d'apprendre sur moi. En tout cas, j'ai l'impression que vous avez toutes les 2, encore une fois, plein de cordes, à votre, arc et que justement le message peut être aussi qu'on n'est pas obligé de se cantonner à une chose, à ce que les autres, attendent, de nous. Du coup, j'avais une petite question de fin. J'ai l'impression que Clémence et Candice de koh c'est bien plus que des aventurières.
Qu'est-ce que c'est du coup C'est une vaste question. C'est une vaste question. Non, Si je on pense devait que résumer un petit peu. je pense que l'état d'esprit d'aventurière, que ça Candice ou moi, on l'a dans la vraie vie, tout Mm. simplement. On l'a dit, on ose des choses, des fois on réussit, des fois on réussit pas. Mais c'est un état d'esprit à avoir et je pense qu'on se rejoint là-dessus. Et ce qui nous rassemble aussi un petit peu, je trouve, c'est mon analyse, c'est qu'à la fois on peut incarner un petit peu cette modernité, on est un petit peu sur les réseaux, etc. Voilà. Mais je pense qu'on est attaché aussi aux valeurs de la vraie vie, aux valeurs de la famille, au sens de la famille, aux valeurs de faire des choses simples et que ça nous rende heureuses. C'est-à-dire que je pense que Candice aussi, elle est très attachée à la nature. Une balade en forêt va autant lui plaire qu'un voyage de 15 jours dans le grand luxe. Enfin, je sais Moi, pas. le grand luxe, ça m'attire pas trop non plus. Donc voilà, c'est On est voilà, sur une île déserte. je pense que on se rejoint là-dessus et on peut dire peut-être qu'on est des aventurières de la vie. Ça peut Ouais. résumer un petit peu Aventurières, le truc. Ouais, c'est pas mal. J'ai l'impression que ça vous convient bien. T'avais quelque chose à rajouter? Bah écoute, non, t'as bien parlé. Je trouve Aventurière que l'aventurière de de la la vie, vie. je trouve que ça va bien. Parfait. Et ben merci beaucoup Merci en à tout toi. cas. 1, 2, 3.